Bonjour à tous et bienvenue en direct de la Scala Paris. On va passer environ 3 quarts d'heure ensemble à la découverte de cette salle iconique de Paris. Alors pour m'accompagner dans cette visite, là je change la caméra, je suis avec Olivier qui est juste ici, qui est un peu la mémoire de ce théâtre. Vous avez écrit un livre sur la Scala Paris et vous allez pouvoir nous accompagner pendant toute cette visite pour nous raconter l'histoire de la Scala, mais aussi nous montrer les coulisses. Et puis, je suis avec Marion de Culture in the City. Alors, Culture in the City, c'est le partenaire de cette visite. C'est une box cadeau qui permet de déposer de la culture au pied du sapin. Est-ce que tu peux nous en parler en 2 mots? Oui, tout à fait. Effectivement, nous on fait des coffrets cadeaux. L'idée, c'est d'offrir des coffrets avec du spectacle vivant à l'intérieur plutôt qu'une boîte de chocolat. Pour faire ça, on travaille avec 600 salles de concerts, de spectacles et des musées monuments partout en France. Et on travaille maintenant depuis 3 ans avec la Scala à Paris. Et on est très content parce que c'est une salle qu'on apprécie particulièrement parce qu'elle a une identité particulièrement forte et qu'en plus l'équipe est très sympa et une programmation très très riche. Super, donc avec les coffrets Culture in the City, donc vous pourrez permettre à l'heureux destinataire d'aller découvrir des salles de spectacle comme la Scala et donc d'aller découvrir ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc, pour reprendre le micro, on va switch. Qu'est-ce qu'on avait dit comme bon. ça plutôt. Voilà. Alors, j'arrive. Excusez-moi, chers amis. Voilà. Alors bonsoir Olivier. Et alors c'est vrai que là on se trouve à la Scala Paris et moi quand j'ai annoncé ce live, il y a une question qui est revenue quelques fois de personnes qui me disaient la Scala, on connaît la Scala de Milan et pourquoi la Scala de Paris? Est-ce qu'il y a un lien de ces deux salles? Et oui, il y a un petit lien entre ces deux salles. Ce lieu, il a été ouvert à la belle époque, en 1874, et il appartenait à une femme qui était la veuve d'un industriel du textile du Nord, qui avait beaucoup d'argent, qui voyageait beaucoup en Europe pour ses affaires, et qui est tombée amoureuse de la Scala de Milan. Et elle s'est dit, en rentrant en France, d'un de ses voyages, j'aimerais bien me faire ma petite Scala à moi toute seule. Elle avait déjà un bal, le bal de l'Élysée-Montmartre, qui existe toujours aujourd'hui, cette salle magnifique où il y a beaucoup de concerts, toujours de nos jours. Et c'était un lieu très populaire à cette époque-là, au XIXe siècle. Et là, elle a eu l'ambition de faire un lieu très chic. Et donc, elle a construit cette Scala sur les ruines d'un lieu qui était très, très populaire à Paris, que tout le monde connaissait, parce qu'au 13 boulevard de Strasbourg, avant qu'on construise la Scala, il y avait un café chantant. C'est là qu'on venait le samedi et le dimanche pour chanter avec des petits orchestres, des chanteurs populaires, et danser en famille ou entre amis. Donc c'était un lieu que tout le monde connaissait. Elle a racheté la parcelle et elle a construit la Scala. Super, donc là on voit qu'on est dans un lieu très vivant. Là on voit derrière nous, donc on a un boulevard assez passant, et là on se trouve pour l'instant dans le restaurant de la Scala, puisque c'est un endroit aussi où on peut venir prendre un verre ou dîner, déjeuner avant ou après un spectacle. Oui. Et peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire cette visite en rentrant, en commençant à déambuler. Alors juste un petit mot sur le boulevard. Oui. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est cet endroit-là, à la fin du 19e siècle, c'était un mélange de Broadway et de Wall Street. C'est-à-dire la France est au cœur de la révolution industrielle. C'est la première ou la deuxième puissance économique mondiale en rivalité avec l'Angleterre. Et entre l'Opéra et Strasbourg-Saint-Denis, qui est aujourd'hui très populaire, à l'époque, c'est Wall Street. C'est là où il y a toutes les banques d'affaires, tout le commerce international, toute la révolution industrielle se négocie ici. Et tous ces industriels, ces hommes d'affaires, il faut qu'ils se distraire le soir. Donc on a construit énormément de cafés-concerts et de salles de théâtre et de salles de spectacle. Et la Scala est un parmi ces projets, mais un projet un peu particulier, dans la mesure que c'était le seul théâtre de Paris à l'époque, avec une coupole à 32 mètres du sol, qui s'ouvrait quand il faisait beau, pas comme aujourd'hui malheureusement, et qui permettait à l'époque, parce qu'on fumait beaucoup la pipe et le cigare dans les théâtres, de désenfumer la salle, ce qui fait que la salle était aérée et super élégante, et donc atypique grâce à cette coupole qui s'ouvrait. D'accord. Voilà. Wow. Bon. Ah ouais, c'était un lieu magique. On espère qu'il l'est toujours. On va voir ça, on va découvrir tout ça. Alors le bar, le restaurant, tout ça, vous voulez voir toute l'architecture intérieure de ce théâtre, elle a été faite par la même personne qui s'appelle Richard Peduzzi,
qui est un des plus grands décorateurs de ces 40 dernières années, qui a fait tous les décors des spectacles de Patrice Chéreau, aussi bien au théâtre qu'à l'opéra, ceux de Luc Bondy, et qui a construit avec nous la Scala Paris, parce qu'on voulait lui donner une âme. On voulait que ce lieu tout neuf, dès qu'il ouvre ses portes, il ait déjà une âme, qu'il ne soit pas une boîte noire de plus, un lieu de plus à Paris. Et l'architecture intérieure, c'était très important pour lui donner sa personnalité. Et donc, il a choisi tout. Il a dessiné les escaliers qu'on vient de descendre. Il a choisi le chêne flotté qui parcourt tous les espaces au sol. Et il a créé une atmosphère bleu nuit. Parce que le bleu, à la différence du noir ou du rouge, il ne ferme pas l'imagination. C'est une couleur qui, quelle que soit la lumière, du jour ou la nuit, permet au regard de la traverser. Et donc, quand on fait un théâtre tout noir ou une boîte noire, on garde l'idée d'un lieu fermé. Quand on fait une boîte bleue, les spectateurs, quand les lumières s'éteignent, ils gardent l'idée d'un lieu ouvert, sur la poésie ou sur la magie, pas fermé comme un lieu tout noir. Voilà. Et donc, pour mieux... J'en profite juste, pardon, pour rappeler aux personnes qui regardent le live que vous pouvez aussi poser vos questions si vous en avez pendant cette visite. Et Olivier y répondra dans la mesure du possible. Donc là, on se trouve maintenant devant la maquette du théâtre. Ouais, c'est une maquette absolument splendide. De voir à quoi ressemble le théâtre aujourd'hui. Donc là, ça a bien changé par rapport à l'époque dont vous nous parliez. Et oui, en fait, il ne reste rien du café-concert du 19e siècle, rien du tout, si ce n'est les pilotis qui sont cachés dans ces piliers-là, qui tiennent l'immeuble qui est au-dessus du hall. Tout le reste, c'est neuf. On a tout reconstruit pour être totalement autonome au niveau du son, surtout du bruit, pour pas gêner les voisins, parce que le théâtre est cerné par des immeubles sur tous les côtés. Et nous, on voulait pouvoir faire tout le bruit qu'on voulait, faire toutes les musiques qu'on aimait, et sans emmerder les gens ici ou là. Voilà. Donc on a reconstruit entièrement une boîte complètement isolée de son voisinage. Elle est sur une infinité, je ne sais plus, 200 ou 300 ressorts sous la boîte. C'est une machine de dingue, mais qui nous permet d'être totalement chez nous et totalement autonome et d'embêter personne. Voilà. Alors, là, donc, on voit là sur cette maquette, on voit l'espace de la grande salle avec son parterre, on ira la voir, ouais, en vrai, qui fait 350 places et il y a 2 balcons de 100 places chacun. Donc c'est une salle qui fait 530 places dans cette configuration. La Scala a plusieurs particularités, dont une qui est la modularité, c'est-à-dire que ce gradin, il se rétracte jusque sous les balcons pour dégager un espace dont on peut se servir, soit pour faire des spectacles dans d'autres formes, en déplaçant les sièges de l'autre côté, faire du bifrontal, du trifrontal, du quadrifrontal, faire des concerts avec un parterre debout. Enfin, voilà, on a voulu un lieu modulable qui nous permette de faire à peu près tous les genres de spectacles. Et puis il y a une autre particularité, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est le restaurant, mais pour nous le restaurant c'était vachement important parce que c'est le lieu où tout le monde se mélange. C'est-à-dire les équipes artistiques, les équipes techniques et administratives du théâtre, les spectateurs, pas seulement nos spectateurs, mais aussi les spectateurs des autres théâtres qui sont en face, puisqu'on est en face du Théâtre Libre et du Théâtre Antoine, on est juste à côté de la Renaissance et de la Porte Saint-Martin. Et puis les artistes aussi de ces spectacles qui viennent dîner chez nous avant ou après les représentations. Et en fait, c'était très important parce que c'est non seulement un lieu de sociabilité, mais c'est un lieu d'inventivité. Ça permet aux artistes et aux équipes de se rencontrer, de se connaître, de s'apprivoiser et d'inventer des spectacles ensemble. Et en fait, c'était un rêve un peu fou quand on a fait avant que commencent les travaux. Et c'est devenu une vraie réalité, c'est qu'il y a des vraies rencontres qui se passent là-haut. Et il y a des vrais spectacles qui sont nés dans le restaurant de la Scala. C'est exactement ce dont on rêvait, c'est arrivé. Il n'y a pas que le spectacle qui est vivant, il y a aussi tout ce qui se passe autour. C'est ça. C'est vachement important. Et d'ailleurs, le restaurant, on ne l'a pas donné à un concessionnaire ou je ne sais qui.
C'est le beau-père de Mélanie Biessy, la propriétaire du théâtre, qui était grand chef étoilé à Strasbourg, qui a bazardé toutes ses affaires dans des restaurants gastronomiques pour venir ouvrir le restaurant de la Scala. Évidemment pas à des prix d'un restaurant étoilé, hein, mais la carte c'est super bon. On voulait que ça soit très bon, pas trop cher, pour justement permettre ce brassage entre les générations et les classes sociales, si j'ose dire. Super. Alors là, si on revient à la maquette, on voit qu'il y a une particularité. Je ne sais pas si les spectateurs ont remarqué, mais il y a une autre salle qui est Il y a une cachée petite salle sous le plateau. Alors normalement, il y a un petit bouton qui fait que ça marche. Voilà. Donc on peut l'apercevoir aussi d'ici. En fait, pendant le confinement, on a transformé ce qui était notre salle de répétition en salle de spectacle, en fait. On s'ennuyait un peu, évidemment, comme tout le monde. Donc on s'est projeté dans le futur de la Scala. Et on s'est aperçu que si on voulait vraiment accompagner les jeunes artistes, qu'il s'agisse de jeunes musiciens ou de jeunes acteurs ou comédiens, ou si on voulait présenter un genre qu'on n'avait pas abordé à l'ouverture, le stand-up, qui est très populaire et qui permet aussi de mélanger avec nos publics et de faire venir des gens qui n'étaient jamais venus à la Scala, on s'est dit on va transformer la salle de répétition en petite salle. Et un beau jour, Farid, la star du stand-up, est venu avec Panayotis Pasco, et ils ont dit « Ah, mais c'est génial cet endroit, nous on allait faire une salle un peu comme celle-là, c'est-à-dire frontale, avec un gradin, une scène. » Ils ont dit « Ce serait super cool de faire un amphithéâtre, parce que ça permettrait une proximité un peu exceptionnelle avec le public, et ça nous permettrait de pouvoir roder nos blagues, et de voir comment ça marche avant de partir soit dans la grande salle, soit dans d'autres salles parisiennes. Donc on a fait ça. Descendre justement. Eh ben, on y va tout de suite, je vous la montre. On vous suit. On vous prévient à l'avance, ça risque de couper quelques secondes la connexion, donc si jamais ça coupe, n'hésitez pas à attendre 2 secondes et on revient en live tout de suite. Il y a des ascenseurs pour les flemmards, mais nous on a pris l'escalier. Alors là on arrive sous la grande scène, sous la grande salle de spectacle, et vous pouvez apercevoir où en ce moment il y a la troupe de la galerie des Québécois qui font du cirque. C'est une compagnie. Vous êtes toujours avec nous? C'est revenu. Et donc là, il y a des loges individuelles. Donc là, c'est la spécificité aussi, c'est que quand on descend dans la salle, on passe devant les loges. Voilà. Donc là, c'est les loges individuelles pour nos stars. Et donc, dans chaque loge, il y a cette petite table. Un coucou aux gens. Cette petite table à maquillage avec des ampoules. Là, on les a mis à fond pour l'image, mais on peut se maquiller, on peut s'habiller. Elles sont dotées d'une douche, d'un lavabo, de toilettes, voilà. C'est mieux que certains appartements parisiens. C'est pas mal, ouais. Il y a plein d'étudiants qui aimeraient bien habiter dans nos loges. Ah oui, il y a une petite télévision aussi qui permet aux artistes d'avoir un retour aussi de ce qui se passe sur scène, ouais, c'est ça. Et de se préparer. Ici, malheureusement, il n'est pas allumé. Là, vous avez un retour image et là, vous avez un retour son. Parce qu'il y a plein de spectacles où les comédiens ne sont pas toujours en scène. Et donc, ils redescendent en loge le temps que leur moment revienne et ils peuvent suivre le déroulé du spectacle sur les écrans. Sur chaque loge, il y a un écran et un retour de son. Voilà. Et là, voici la Piccola Scala. Donc, nous sommes particulièrement fiers. Et bien, vous avez même la chance d'avoir une artiste qui répète, c'est Russie Sedbon, qui est une clown qu'on aime beaucoup, dont on a présenté Perth. Elle est avec Mitch Riley, qui sont metteurs en scène, co-auteurs. On vous embête une seconde et on fait visiter la Scala en live sur Insta. Donc là, on est sous la grande scène, comme vous voyez tout à l'heure devant la maquette. C'est cette salle-là dont on parlait qui était particulièrement appropriée pour les stand-up notamment. Pour le stand-up, les petites formes et la musique de chambre. En fait, ici, ça n'a pas l'air, mais il y a 175 places quand même. Et ça permet, comme vous voyez, une proximité énorme entre les artistes et les spectateurs, une complicité. Et en plus, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur Insta, mais il y a une super acoustique. C'est l'acoustique. Et donc on peut chuchoter à l'oreille des spectateurs.
ou faire du gros son, tout fonctionne. Et comme on verra tout à l'heure dans la grande salle, qui a un équipement de son d'enfer. Dans cette salle, vous apercevez peut-être partout une infinité d'enceintes qui permet de créer un son immersif, de faire plonger les spectateurs dans les sons des spectacles si les artistes le souhaitent. Voilà, alors c'est perche, elle est entièrement équipée. Et ici, on fait beaucoup de musique de chambre, du soliste au quintet. On fait des seuls en scène, des duos, énormément de stand-up, quasiment maintenant toute la saison à 21h30, au moins en fin de semaine. On a plusieurs rôles du stand-up, comme en ce moment Paul Taylor. C'est même pas la peine d'aller regarder sur le site, c'est complet. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, qui est allé dans la salle et qui confirme que l'acoustique est excellente. Et c'est vrai qu'on entend vraiment très bien dans la salle, ça peut être les artistes sont très heureux ici, et les spectateurs aussi. Et qu'ils soient musiciens ou comédiens, ça permet de travailler la nuance et l'intimité. Donc c'est un lieu un peu magique. Pour les artistes, ça doit être assez impressionnant d'avoir une telle proximité avec le public aussi, puisque ça... J'imagine qu'on teste un spectacle, il ne faut pas se louper non plus. C'est ça. Ah oui, mais là, ils sont tout prêts. La moindre erreur, c'est une petite erreur devient une très grande erreur. Mais c'est vrai que là, j'imagine qu'on est artiste, on va sentir très vite la réaction du public sans distance par rapport à une grande salle. C'est immédiat et ça permet de travailler vraiment très en finesse l'émotion, et la confidence, et le chuchotement, et le moindre mouvement est perçu. Donc c'est un lieu de travail assez exceptionnel. Voilà, on est très contents. Mais alors du coup, on n'a plus de salle de répétition. C'est pour ça qu'on a créé la Scala Provence à Avignon, où on a 4 salles, mais ça sera pour un prochain live. qui sont des lieux de spectacle formidables, des studios d'enregistrement pour les disques de notre label Scala Musique, puisqu'au mois de décembre, on a lancé un label de disques, et puis des lieux de répétition pour les danseurs, les artistes, de toutes les disciplines. Voilà. Super, maintenant, on va aller voir la grande salle quand même. Hein, passer par... par le... Très bien. Merci. Bon travail. Alors là aussi, si ça coupe quelques secondes, restez connectés, ça va revenir très vite. Ben voilà, chose promise, chose due, nous voilà dans la grande salle de la Scala Paris. Donc là, on a vraiment la vue comme l'ont les artistes quand ils se produisent. Oui, on a même pris l'escalier de service dont ils peuvent se servir éventuellement aussi quand ils sont en condition spectacle. Donc voilà le gradin du parterre de 350 places. Voilà les 2 balcons de 100 places, donc une salle de 530, 550 places qu'on voyait tout à l'heure sur la maquette. Le piano grand queue concert où Mario travaille le spectacle qui aura lieu à 20h tout à l'heure sur une soirée Jean Rochefort. C'est un grand queue concert Yamaha assez exceptionnel lui aussi. On en a un autre à Avignon qu'on vient de recevoir, qui est le nouveau CFX de Yamaha. Il n'y en a que 5 dans le monde, dont un à la Scala Provence, donc on est super fiers. Alors voilà, cette salle, elle a quoi comme particularité? Donc ce gradin qui peut se rétracter pour jouer à plat ou créer des espaces plus différents. Et puis vous voyez sur les bords, ces panneaux à gauche et à droite. Et puis vous voyez, comme dans la Piccola tout à l'heure, toutes ces petites enceintes partout dans le théâtre, y compris au fond des balcons, au fond du parterre, qui permet de créer une acoustique immersive de nouvelle génération. Si on avance un peu dans la salle, on va voir aussi une rangée de projecteurs ici, d'enceintes à l'avant-scène, sur le cadre de scène. Bref, tout ce système, il est géré par un ordinateur, ça s'appelle Holophonics, il y en a 5 à Paris.
la Comédie Française, la Salle Génier, la Scala, et une dizaine en France à peine. Et ça fait que l'on peut faire de la création musicale de pointe. Et depuis l'ouverture de la Scala en 2018, il y a eu environ 45 créations mondiales d'œuvres de jeunes compositeurs, français ou étrangers d'ailleurs. On a fait ça en partenariat avec la SACEM pour accompagner les jeunes compositeurs dont on espère qu'ils deviendront les grands compositeurs de demain. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui permet la création la plus exigeante. Effectivement. Et alors si on remonte un peu l'histoire, parce que tout à l'heure on a parlé de l'origine de la Scala, là on voit aujourd'hui forcément que la salle ne ressemble plus vraiment à ce que... Ah bah oui, si on regarde là-haut, il n'y a plus la coupole exactement, à 32 mètres du sol. Non, ça n'a Alors, plus rien à voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Eh bien, le lieu qu'on a trouvé en 2016, au moment du rachat par Mélanie et Frédéric Biessy, était entièrement en ruine. Et donc il fallait tout reconstruire. Mais ce lieu en ruine, il avait une histoire de dingue. Ça a été le plus beau café-concert de la Belle Époque au centre de Paris, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est là que se sont produites toutes les stars des années 1890-1914. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas devenir une star de la chanson en France sans se produire sur la scène de la Scala. Ça a été le cas de très nombreux artistes, dont presque tout le monde se souvient aujourd'hui. C'est Erik Satie, par exemple, le pianiste, qui, en 1902, si je ne dis pas de bêtises, est resté pendant 6 mois, fait une saison de 6 mois à la Scala. Il accompagnait une chanteuse qui s'appelait Paulette Darty. Et c'est sur cette scène qu'a été créée par Erik Satie un de ses morceaux les plus célèbres qui s'appelle La Valse. Voilà, donc c'est les années, l'âge d'or du café-concert. Et la Scala était un des piliers du théâtre parisien à la Belle Époque. Après, il y a eu la guerre, tout ça. L'entre-deux-guerres, le café-concert, ça se casse un peu la gueule. C'est plus un genre que les spectateurs, les amateurs, c'est un genre un peu délaissé. Donc elle survit, elle vivote jusqu'à une révolution culturelle qui est l'invention du cinéma parlant à la fin des années 20 et au début des années 30. Et beaucoup de salles de spectacle vont se reconvertir en cinéma. Et à la Scala, on ne va pas échapper à cette règle. Et donc, on va casser la coupole. C'est à ce moment-là qu'elle disparaît, cette coupole qui s'ouvrait au beau jour, pour créer une pente de toit qui descend jusqu'à un écran panoramique. Un système de son d'enfer, déjà. Et ce système, et cette salle, il n'y a plus les 3 balcons à l'italienne. Ça devient un grand parterre avec un grand balcon. Donc, on passe de 1300 à 1200 places, il y a 800 places en bas, 400 places sur un grand balcon en béton armé. C'était une prouesse architecturale. C'est fait par le meilleur architecte art déco français des années 30 qui s'appelle Maurice Griden, qui juste après-guerre construira en 1946 le premier palais des festivals du cinéma à Cannes pour permettre justement de lancer le festival du film. Donc c'est un excellent architecte. Et ça va être un très beau cinéma art déco qui va très 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 bien marcher jusqu'à la fin des années 60. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce quartier, c'était entre Wall Street et Broadway. C'était vrai à peu près jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Après-guerre, le Strasbourg-Saint-Denis va péricliter. Et lentement mais sûrement, tout au long des années 50 et 60, les milieux d'affaires, le pognon, les banques, les riches vont s'éloigner vers l'ouest parisien. Le Triangle d'Or, là, le 8e, 17e, et bientôt la Défense, puisque la première tour de bureau a été livrée en 1965 à la Défense, à la Tour Nobel, qui est à gauche du pont de Neuilly aujourd'hui. Et donc tout l'argent s'en va, et tout ce quartier périclite. Et les très belles salles de cinéma art déco vont devenir des cinémas de western, de 15e zone. Il va y avoir des westerns, des films de kung-fu. Et au début des années 70, les premiers films dits érotiques, qui vont devenir de plus en plus érotiques, tellement érotiques qu'on va les appeler des films pornographiques. Et la Scala, qui était le plus beau café-concert de la Belle Époque, le plus beau cinéma art déco des années 30 dans ce quartier, s'est dit, et pourquoi je ne deviendrais pas le plus beau des cinémas porno? Et c'est ce qui est arrivé.
Et là, on a cassé le balcon de Griden pour faire 2 salles au balcon. On a cloisonné le parterre pour faire 2 salles. On a fait 2 salles en dessous. Donc ici, c'était cloisonné en plusieurs Oui, petites salles, c'était en en fait. plusieurs morceaux, etc. Et la Scala est devenue le premier multiplex de Paris. C'est la première fois qu'il y avait 5 écrans simultanés dans un lieu à Paris et entièrement porno. Et ça a très très bien marché jusqu'à une nouvelle révolution culturelle. C'est au début des années 80, 1980, ce coup-là, c'est l'invention de la VHS. Et la VHS fait que le cinéma classique et le cinéma porno beaucoup vont souffrir du magnétoscope et du visionnage des films à la maison. Et donc la Scala va péricliter, comme beaucoup de cinéma porno, beaucoup vont être détruits ou vont fermer. Lui, il va continuer à vivoter jusqu'en 1999 en devenant un lieu de drague, de drogue et de prostitution totalement sordide. J'ai fait un livre qui raconte toute cette histoire et donc j'ai cherché des témoignages de gens qui auraient connu ces périodes antérieures, la fin du joli cinéma et puis le multiplex porno. Donc j'ai recueilli des témoignages, dont celui d'un projectionniste du temps du cinéma porno qui disait qu'à la fin c'est une catastrophe. Lui, il rentrait en baissant la tête pour pas voir ce qui se passait autour de lui. Voilà, donc c'était vraiment assez sordide, quoi. Et finalement, ça a fini par fermer à la fin des années 90. Et c'est resté fermé jusqu'à son rachat en 2016. Et en 99, histoire drôlatique, comique et tragique à la fois. La Scala, ce lieu de mémoire de la culture, même si son dernier avatar était assez nul, a été racheté par une église baptiste brésilienne, celle de Bolsonaro aujourd'hui, une église baptiste extrêmement puissante et extrêmement riche qui a décidé de faire de la Scala son premier temple en Europe, en sachant que dans ce quartier, on est juste à côté de la première porte d'immigration africaine en Europe, le métro Château d'Eau, et toutes les boutiques et tous les commerces et toutes les associations, etc., qui tournent autour, sont la porte d'entrée de l'immigration ouest-africaine en Europe. On passe toujours ici parce qu'on peut créer des réseaux, avoir des soutiens, etc. Et cette église baptiste, elle s'adresse essentiellement à la communauté afro-américaine et africaine. Et donc elle s'est dit, je vais aller évangéliser les populations africaines de Paris. Voilà, donc et finalement, elle n'a pas pu faire son temple parce que le maire de Paris a dit, non, non, stop, stop, on ne veut pas d'une secte dans un lieu de culture. Comme le lieu était en ruine, il n'a pas pu casser les murs, mais il a classé la destination. La Scala devait rester un lieu de culture. Et c'est comme ça qu'en 2016, les Biessi l'ont racheté et que malheureusement c'était en ruine, donc on a tout reconstruit, mais c'est resté un lieu de culture et on en est super fiers. Peut-être qu'on peut poursuivre la visite et aller faire un tour sur les coursives pour avoir une vue un peu différente de cette salle. Alors, on passe par Ah oui, on va passer par le hall, parce que comme ça je dirais un mot de cette drôle de sculpture. Assez spectaculaire. J'en profite pour rappeler aussi à tous ceux qui regardent le live que s'ils ont des questions, ne pas hésiter à les poser aussi. Voilà, je voulais qu'on passe par là parce qu'il y a On est revenu. il y a une drôle de chose qui se passe dans le hall, c'est que tous les 4 mois environ, enfin tous les 3 fois par saison, on offre un fauteuil, exactement le fauteuil identique à ceux de la salle, à un artiste, et on lui demande de le transformer à sa guise. Et là, depuis quelques semaines, c'est Abraham Poincheval, qui est un jeune artiste français, qui a fait cette sculpture, qui est une sorte d'autoportrait, puisque c'est l'empreinte de son corps, l'étude d'un drôle de navire derrière, qui est censé bientôt, avec l'aide de plusieurs mécènes, traverser l'Atlantique
et emmener le fauteuil de la Scala à New York. Voilà, c'est un rêve d'artiste complètement zinzin. Donc on voit Effectivement, on devine le fauteuil de voilà, on voit le derrière. fauteuil de la Scala qui sera dans l'habitacle de cette espèce de bateau dont on espère qu'il va bientôt partir en croisière, au beau jour. Hein, Et là, on voit une reproduction de la salle derrière, j'imagine. Voilà, c'est ça. Mais c'est un vrai bateau, qui flotte vraiment et qui traversera peut-être un jour l'océan pour emmener la Scala à New York. Donc là, on est de retour dans le hall Retour d'accueil. dans le hall, à la billetterie, qui ne saurait tarder à ouvrir. Et là, sur le côté, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais on voit les précédents fauteuils Et tous les faits fauteuils par qui ont d'autres été artistes, comme celui d'Hervé Di Rosa, Fabrice Hibert, Fabrice qu'on pourra Hibert. bientôt voir à la Fondation Cartier. Et là, Annette Messager avait fait le premier. Comme on est dans les quartiers de perruquiers, etc., elle a acheté plein de cheveux dans les boutiques à côté de la Scala. Et elle a créé cette œuvre, qui était le premier fauteuil de la Scala. Donc voilà, de retour dans la salle. Voilà, la régie. Ici, c'est la régie lumière. Là-bas, c'est la régie son. Et donc là, nous sommes au balcon. Donc là, on est sur les places les plus hautes. On a pris de la hauteur. Ouais. On a pris la hauteur. On se rend compte quand même qu'on a beau être très haut, on a une vue superbe sur la salle. Ouais, Quel on, que a soit essayé l'endroit, de, en fait. on a essayé de garder le meilleur rapport scène-salle possible. C'est bon. Et donc, dans l'histoire, on a été au rachat. Voilà. Nous, on a les Biessy, Mélanie Frederic-Biessy. Lui, il est producteur de théâtre. Elle est patronne d'un fonds d'investissement éthique, infrastructure, un fonds qui investit dans les services publics, les ponts, les tunnels, les pipelines, les tuyaux, les machins, enfin, bref, qui nous rendent la vie plus facile. Ils ont décidé d'unir leurs deux talents pour avoir un lieu à eux, et pour que Frédéric Biessy puisse construire une nouvelle histoire de théâtre à Paris. Et quand je dis de théâtre, c'est de théâtre, de musique, de danse, de cirque, de stand-up. On a voulu que le lieu soit entièrement ouvert à toutes les disciplines artistiques et qu'elles cohabitent le plus harmonieusement possible. Parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la salle est vraiment adaptable, on peut imaginer toutes sortes de spectacles dedans. En ce moment-là, par exemple, vous avez un dispositif extrêmement simple pour un spectacle d'hommage à Jean Rochefort avec sa fille Clémence. On enchaîne après avec du cirque, la galerie par machine de cirque, et un dispositif extrêmement spectaculaire avec des acrobates qui montent à 8,50 m dans les cintres. Voilà, on a toutes sortes de formes de spectacles qui cohabitent. Et en fait, le principe de la Scala, c'est la pluridisciplinarité et la rotation des spectacles. C'est-à-dire que tous les soirs, du mardi au samedi et le dimanche après-midi, on a deux spectacles dans la grande salle à 19h30 et 21h. À 19h et 21h, et deux spectacles dans la Piccola à 19h30 et 21h30. Il y a une rotation qui est une gymnastique assez compliquée pour la technique et même pour les équipes. C'est compliqué de faire autant de lever de C'est comme si on avait 4 salles au lieu de 2. Et en plus, on gère maintenant les 4 salles de la Scala Provence en même temps. Elles sont totalement complémentaires. C'est la même histoire, ce qu'on appelle le projet Scala. Et petit à petit, on arrive à vraiment faire ce qu'on voulait faire dès l'origine, c'est avoir un lieu de création, des outils de répétition, des studios d'enregistrement, et puis une société de production qui dispose de tous ces outils pour inventer les spectacles de demain. Et ça qui est génial, et ce qu'on voit par rapport à ce que vous nous avez raconté au début, c'est que la salle, de tout temps, a su s'adapter aux évolutions de la société finalement. Et aujourd'hui encore, vous renouvelez pour vous adapter à toutes les formes de spectacles. C'est un lieu hanté, c'est un lieu où il y a des esprits, il y a un ADN, et la salle est très exigeante. C'est-à-dire que je ne sais pas où sont ces esprits, on n'a pas réussi à les dénicher encore, mais
il nous oblige à toujours essayer de faire mieux. Pas faire plus, mais faire mieux. À faire mieux pour créer les conditions optimum afin que les artistes puissent inventer des projets d'aujourd'hui, quoi. Qu'ils soient musiciens, danseurs, artistes de cirque, plasticiens. Le café-concert, il y avait un degré d'exigence artistique vraiment énorme. Le cinéma, il y avait une sublime programmation. Ici, on a vu pour la première fois les films de Godard, par exemple, à la fin des années 50 et début des années 60. Ils étaient projetés dans 3 cinémas à Paris, dont la Scala. Enfin, elle était toujours à un haut niveau d'exigence. Et les Biessis, ils sont complètement habités par cette exigence. Et les équipes aussi. Et on essaye de faire le mieux qu'on peut pour favoriser l'émergence de talents nouveaux et assurer les talents déjà reconnus de conditions de représentation et d'accueil optimales. Peut-être pour conclure, s'il y avait, je sais pas, 2 ou 3 spectacles que vous devriez recommander à voir à la Scala. Ben là, en ce moment, on enchaîne les spectacles de cirque. Et vraiment, si vous n'avez jamais vu Machine de cirque, la compagnie de Québec, il faut venir voir la galerie. C'est encore quelques jours, je crois. Et puis après, il y a le Rat Pack, qui est une jeune compagnie française qui nous propose un spectacle totalement différent, toujours de cirque, mais totalement différent et complètement déjanté. Ça, c'est pour les fêtes, c'est pour passer Noël dans de bonnes conditions. Et puis, je pense qu'il y a dans la grande salle toujours, en février, pendant 2 mois, on va recevoir l'un des plus beaux spectacles créés ces 5 dernières années. En fait, en l'occurrence, il a été créé au Festival de Lyon l'année dernière. C'est En attendant Godot de Beckett, mis en scène par Alain Françon, avec André Marcon et Gilles Privat, entre autres. Et c'est un Godot absolument solaire, hilarant, extrêmement fort, très émouvant. On est super fiers d'accompagner ce spectacle, qui est vraiment un des très très beaux spectacles de la saison. Et puis dans la Piccolade, on a notre super hit qui est complet. Donc on rajoute sans cesse des représentations. Et puis après on va partir en tournée. C'est Gisèle Halimi, Une farouche liberté, avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette, mis en scène par une jeune metteur en scène qui va être une très grande de la mise en scène, qui s'appelle Léna Pogam. Donc ça, c'est un spectacle extrêmement émouvant qui célèbre en beauté et en émotion les 50 ans du procès de Bobigny, où on avait accusé 5 jeunes femmes d'avoir fait des avortements clandestins. Et c'est comme ça que la société a changé, c'est comme ça que la loi a changé, c'est comme ça que la condition de la femme a commencé à changer, grâce à Gisèle Halimi, qui était le défenseur à cette époque-là. Et le spectacle est vraiment super important, super émouvant, et voilà. Il ne faudrait pas le rater, en gros. Moi, j'invite tout le monde du coup à aller sur le site de la Scala pour réserver des places, ou bien à prendre une box de nos partenaires qui sont là, de Culture in the City, qui vous permettront après d'échanger cette box contre des places de la Scala. Voilà, merci beaucoup pour cette visite. C'est un plaisir, revenez quand vous voulez. C'est très intéressant. On va rejeter un dernier petit coup d'œil sur cette salle. Et puis ce live sera disponible en replay dès demain sur le compte de Culture in the City et de Culturez-vous. Donc si vous avez loupé le début, vous pouvez revoir ça dès demain. Merci encore. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.